Bien. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous avoir. Ah ben, je peux vous assurer qu'on est vraiment ravis de vous avoir. Comme il n'y a pas d'annonce jusqu'au dernier moment, je suis quelqu'un qui aime bien être sûr que tout est calé, etc. Mais on ne savait pas qui allait venir ou qui n'allait pas venir. Il n'y a pas d'inscription, donc je suis vraiment ravi. Puis on est, comme le dit le docteur Yvan, on a les meilleurs. Donc c'est l'essentiel. Non, surtout que c'est un sujet qui est majeur. Et j'espère vraiment qu'à la suite des interventions des uns et des autres, vous aurez la possibilité de poser vos questions et d'enrichir le débat. Alors le sujet, il est essentiel parce qu'on est confronté à une véritable révolution démographique. C'est-à-dire qu'on est confronté à une situation où on va avoir une population âgée, fragile, de plus en plus importante. On va avoir une longévité plus importante. Il y a la volonté de faire en sorte que cette longévité se passe en étant le plus en santé possible, en étant le plus autonome possible. Ce n'est pas forcément évident. Donc ça veut dire qu'il faudra trouver des solutions qui permettent de prendre en charge cette part de la population qui va être estimée à plus d'une personne sur 3 dans les 15 années à venir. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion qui est à mener, une réflexion qui ne peut pas passer uniquement par la technologie, qui ne peut pas passer uniquement par l'aide humaine ou par le soin, qui ne peut pas passer uniquement par la construction d'EHPAD ou par la construction de résidences, qui ne peut pas passer par l'aidant naturel, le fils, la sœur, le frère, parce que c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Donc il faut réfléchir à des alternatives. Et ce sur quoi on va échanger aujourd'hui, c'est finalement quelque chose dont la Mutualité française a été à l'initiative et qui est extrêmement pertinent, qui a été de se dire, à un moment donné, comment est-ce qu'on peut penser le domicile comme étant un lieu dans lequel on va vieillir le plus longtemps possible, dans la mesure où on met en place toutes les conditions qui permettent d'assurer ce vieillissement en autonomie, en santé, en sécurité, mais aussi en apportant du confort, mais aussi en apportant de la qualité de vie, et aussi en apportant de la bienveillance, et surtout en se conformant à ce que veulent 9 Français sur 10, c'est-à-dire vivre et vieillir chez soi. Donc la mutualité, ça va être la première intervention, mais je la présenterai tout de suite après mon introduction, de Guenaëlle Omesser, dont je suis très très heureux qu'elle ait pris le temps de venir nous rejoindre, parce que je sais qu'elle a un emploi du temps qui est extrêmement chargé. Et c'est Guenaëlle Omesser qui, avec ses équipes, a contribué à la rédaction d'un cahier des charges de ce qu'on a appelé, il y a 2 ans, des dispositifs renforcés d'accompagnement à domicile. Et aujourd'hui, vous allez entendre parler dans toutes vos régions, sur tous vos territoires, de centres de ressources de territoire. C'est-à-dire qu'une initiative qui a été pensée il y a 3 ou 4 ans, qui a donné lieu à des expérimentations qui vont vous être présentées, aujourd'hui est transformée, laissée transformer, il est transformé en centre de ressources du territoire. Mais pour qu'un dispositif de renforcé d'accompagnement à domicile fonctionne, qu'il soit opérationnel, il faut effectivement une organisation, il faut une coordination, il faut des moyens, il faut des soins, il faut de l'accompagnement, il faut de l'aide humaine. Mais il faut aussi pouvoir penser ce que la technologie peut apporter quand la personne est seule chez elle, ce que la technologie peut apporter pour rendre plus confortable cette vie quand on a une fragilité, un peu moins d'autonomie, ce que la technologie peut apporter pour sécuriser, pour alerter quand les choses ne se passent pas bien. Et donc il faut des entreprises qui s'engagent, qui se mobilisent, il faut des acteurs industriels qui se disent que ça vaut le coup, finalement, d'investir dans ce domaine-là. Et là aussi, vous allez dire que je vais répéter, je suis très heureux, mais je suis vraiment très heureux d'avoir Caroline avec nous, Caroline Mouminou. Je la présenterai aussi. C'est l'entreprise Legrand. L'entreprise Legrand, c'est une entreprise qui s'est investie parmi les premières, je crois même la première dans le champ de la santé et de l'autonomie, et qui continue de le faire aujourd'hui avec une branche spécifique dans ce domaine-là. Alors je ne fais pas de la pub pour toutes les entreprises, et d'ailleurs je ne fais pas de la pub ici, mais je trouve que la démarche de co-construction, de collaboration et d'articulation entre une entreprise comme Legrand et ses partenaires est extrêmement pertinente. Elle est intéressante parce qu'elle permet de travailler sur des solutions qui répondent réellement aux besoins et sont utiles. Troisième intervenant, c'est quelqu'un que je suis très fier d'avoir dans la table ronde, qui est Sylvie Hervé. Ouais, non, le docteur Yvan, je le laisse pour la fin.
Alors, Sylvie Hervé, elle va illustrer de manière très concrète ce que c'est qu'un dispositif renforcé d'accompagnement au domicile après la présentation du dispositif global, mais elle va l'illustrer avec une lecture dans la salle. On a Marie Voisin qui coordonne ce dispositif-là que vous pouvez voir sur le stand du CENTIC, mais pour voir concrètement, avec peut-être des vrais prénoms, ce que ça veut dire que de faire un accompagnement renforcé à domicile et de mettre en place un bouquet de services. Et enfin, je disais que je laissais le dernier pour la fin. J'oserais pas dire le meilleur, parce que vous êtes tous les meilleurs, mais c'est le docteur Yvon. Le docteur Yvon, c'est un élu qui est très engagé, très mobilisé, qui est adjoint à la mairie d'Angers, en charge de la santé, qui est aussi au conseil départemental du Maine-et-Loire, très impliqué sur les questions de la santé, mais aussi sur les questions de l'autonomie, mais aussi sur les questions de l'enfance. Donc c'est un élu qui ne va pas parler en politicien, qui va parler de choses qu'il maîtrise et qu'il connaît, puisque en plus d'être élu, il est médecin. Il travaille tous les jours au quotidien, mais je le présenterai encore une fois tout à l'heure, avec des vrais patients, des patients qui sont bénéficiaires du dispositif d'accompagnement renforcé à domicile. Mais ce qu'on lui demande, c'est de nous parler en plus de nous dire que la ville d'Angers est extraordinaire, ce qu'il ne va pas s'empêcher de faire, c'est de nous parler d'une chose d'une variable supplémentaire dans l'accompagnement renforcé à domicile, c'est la prise en compte de la santé. C'est-à-dire comment aujourd'hui la technologie, je vous ai parlé de sécurité, je vous ai parlé d'autonomie, je vous ai parlé de confort, je vous ai parlé de bienveillance, mais comment aujourd'hui on va pouvoir accompagner une personne fragile, donc malade, avec une télésurveillance. Donc là, on passe de la téléassistance, on passe de l'accompagnement à de la télésurveillance. C'est la manière dont on va suivre des indicateurs physiologiques et éviter que la situation ne se dégrade et éviter d'aller aux urgences et profiter finalement de ce que on est en train de construire en France, c'est-à-dire toutes les solutions de télésanté. J'avais promis 5 minutes, j'ai dépassé d'1 minute, mais donc je vais commencer avec toi, Guénaël. Mais peut-être avant de te donner la parole, te présenter un peu plus longuement, parce que je vous ai dit Guénaël. Guénaël Onnesser, c'est finalement, elle incarne l'offre de service à la Mutualité française. La Mutualité française fédère toutes les mutuelles de France. Si je vous parle d'Harmonie, d'MGEN, de je sais quelle autre mutuelle, elles sont fédérées par cette mutualité et c'est finalement une fédération qui va aussi donner le go à l'innovation. Donc Guénaël Onnesser, elle est directrice adjointe à la direction de l'offre de soins et de l'autonomie et des parcours à la Fédération nationale de la mutualité française. C'est une économiste de la santé. C'est une denrée extrêmement rare et très pertinente à ce poste-là. Elle est spécialiste du secteur médico-social. Elle pilote l'animation, elle pilote la représentation des gestionnaires mutualistes. Et encore une fois, si elle est là, c'est pour nous parler de quelque chose dont elle a été à l'initiative, c'est-à-dire les dispositifs renforcés d'accompagnement à domicile et finalement presque l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été apportée, c'est moi qui le dis, j'assume, qui a été apportée au service du ministère pour finalement aboutir à un cahier des charges qui nous paraît efficace et efficient aujourd'hui. Guénaël, je te remercie beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Jawad, et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous cet après-midi pour vous donner quelques éléments de présentation de ces dispositifs. Il faut que je revienne quelques années en arrière, où effectivement, comme vous le disait Jawad, au sein de la fédération, un groupe de gestionnaires, donc de mutuelles, qui gèrent des établissements et des services dans le champ de l'âge, des EHPAD, des SIAD, des services d'aide à domicile. On s'est réunis et on s'est dit effectivement qu'il fallait absolument qu'on réfléchisse à une solution innovante, à une offre de services nouvelle, à la fois pour les personnes âgées en perte d'autonomie, mais aussi pour les familles et leurs aidants. Autour de la table, nous avions des directeurs d'EHPAD avec qui on a commencé à travailler le bouquet de services. Et on a regardé avec les professionnels quels étaient les services qu'on apportait à une personne en perte d'autonomie lorsqu'elle vivait dans un EHPAD et quels étaient les services qu'on apportait à son aidant, à sa famille, lorsque cette personne vivait toujours et était hébergée en EHPAD. Et on s'est dit, mais en fait, compte tenu de la volonté de la majeure partie des personnes qui vieillissent de rester le plus longtemps à domicile chez elles, voire terminer ses jours dans son domicile, on s'est dit,
si on rêvait un petit peu, on essayerait de proposer à domicile les mêmes services que ceux que l'on propose en établissement. Jawad le disait tout à l'heure, c'est d'une part répondre mieux aux attentes et aux besoins des personnes âgées. Ça ne veut pas dire, vous allez voir, qu'on milite pour la fermeture des EHPAD, surtout pas. Mais c'est aussi faire en sorte qu'on trouve des solutions innovantes, différentes, diversifiées, puisqu'on sait très bien que pour répondre demain à l'enjeu démographique qui est devant nous, presque à nos pieds, je dirais, il faudrait créer des dizaines de millions de places d'EHPAD et qu'aujourd'hui, nous n'en avons pas les moyens et que ça ne répond pas à l'attente majoritaire des personnes qui aujourd'hui sont chez elles. Donc on est parti de ce constat-là et puis on a eu une chance incroyable, c'est qu'à ce moment-là, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, est passé un article qui permettait, dans certaines conditions, de porter des expérimentations innovantes au niveau national, au niveau territorial, et qui nous permettait, à titre exceptionnel, de bénéficier de financements pour démontrer, pour tester un certain nombre de dispositifs. Donc effectivement, on s'est mis autour de la table, on a écrit un cahier des charges où on s'est dit, ben voilà, de quoi on a besoin pour répondre de façon correcte, pertinente, efficace aux besoins des personnes qui vivent âgées en perte d'autonomie chez elles. Et puis, on a réfléchi à la façon dont on pouvait organiser sur un territoire cette réponse aux besoins. En sachant bien entendu que nous avions deux contraintes. La première était celle de ne pas prendre la place d'autres services existants, mais plutôt d'arriver à mettre en place un dispositif de coordination des services existants. Et la deuxième contrainte était forcément d'apporter une valeur ajoutée, des services supplémentaires. Et la question qui se posait notamment était de voir comment on pouvait améliorer l'accompagnement en santé des personnes en perte d'autonomie chez elles et comment leur permettre de bénéficier d'une expertise gériatrique, notamment, qu'on peut trouver en EHPAD et qu'on trouve plus difficilement au domicile. Donc, on a commencé à travailler ce cahier des charges. On n'était pas tout seul. La mutualité a beau gérer le premier réseau d'EHPAD à but non lucratif. C'est près de 230 EHPAD. On a d'autres gestionnaires d'EHPAD qui réfléchissaient en même temps à ces enjeux, et notamment la Croix-Rouge et l'association HSTV, qui est une association en Bretagne. Et on s'est retrouvés au ministère de la Santé pour finaliser un cahier des charges commun qui a été accepté, qui a été validé et qui nous a permis, donc, dans le cadre de cet article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale, d'engager une innovation, une expérimentation sur 3 ans, sur 23 territoires, dont 11 territoires mutualistes, et dont Angers, on va y revenir, et qui nous a permis d'accompagner à ce jour près de 600 personnes en perte d'autonomie à domicile. Alors, comment on a fait, et puis on rentrera dans le détail, bien entendu, du dispositif Philémon, mais l'accompagnement de ce dispositif renforcé d'accompagnement à domicile, il repose sur 3 piliers. Le premier, la nécessité de coordonner sur un territoire les différents intervenants, qu'il s'agisse de SIAD, de SAD, d'aide à domicile. C'était absolument essentiel qu'on puisse organiser cette coordination. Le deuxième pilier du DRAD, du dispositif renforcé d'accompagnement à domicile, que vous allez voir se développer au travers des centres de ressources territoriaux, comme le disait Jawad tout à l'heure, c'est de permettre à ces personnes qui vivent à domicile d'accéder à une expertise gériatrique et celle des acteurs du territoire. Donc c'est aussi les acteurs du domicile, mais c'est des professionnels de santé libéraux, c'est l'équipe gériatrique d'un EHPAD, par exemple, du territoire. Et puis, c'est la sécurisation du domicile. Et là, on arrive
à la thématique de la domotique. Et on a vraiment beaucoup insisté à la mutualité et avec Jawad en particulier pour faire comprendre aux financeurs que le sujet du pacte domotique devait être intégré complètement à l'expérimentation et devait être totalement intégré à cette approche globale, complète et sécurisante que l'on souhaitait apporter aux personnes en perte d'autonomie et à leurs familles. Donc, on a mis en place ces dispositifs sur ces 23 territoires, sur les 11 en mutualité. Et ce qui est intéressant dans la façon dont on a déployé ces dispositifs, en particulier en mutualité, c'est qu'on s'est dit, sur un territoire, on ne va pas décider de la nature de l'acteur qui va porter ce dispositif. Donc, on a en mutualité, sur les 11, 5 dispositifs qui sont portés par des EHPAD. Les autres dispositifs, et c'est le cas d'Angers, sont portés par des services SIAD, SAD, SPASAD qui sont sur les territoires. Donc, il s'agit vraiment de donner aussi toute sa place à des acteurs du domicile qui vont, bien entendu, comme l'EHPAD le ferait, fédérer les acteurs territoriaux, mais on a voulu voir et évaluer la différence de résultats entre des dispositifs portés par des EHPAD et des dispositifs SIAD. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de différence en matière d'inclusion des personnes et d'organisation des DRAD. Ce dispositif, il s'est donc mis en place progressivement avec plus ou moins de difficultés. Il est financé par l'assurance maladie à 100% dans le cadre d'un forfait mensuel que reçoivent les gestionnaires de ces dispositifs renforcés, qui est affecté à la personne accompagnée. Donc, je pourrais rentrer dans les détails aussi de ce volet-là, mais je voulais vous donner quelques chiffres quand même qui ressortent d'un bilan intermédiaire qu'on n'a pas encore publié, donc vous les avez en avant-première. Mais aujourd'hui, on a donc dans ce dispositif près de 589 personnes de plus de 60 ans qui sont accompagnées. Elles sont de GIR 1 à 4. Notre objectif était vraiment d'avoir une majorité de personnes accompagnées en GIR 1-2. On se rend compte aujourd'hui qu'on a plutôt une majorité de personnes qui sont en GIR 3-4 et on est en train de travailler avec les porteurs de projets et le ministère pour voir si les choses évoluent dans le temps et on verra à la fin de l'expé, c'est-à-dire fin 2023, où nous en sommes dans ce niveau, on va dire, de perte d'autonomie des personnes qui sont accompagnées. Pourquoi on tenait, et c'est l'engagement du DRAD, d'avoir plutôt des personnes avec des niveaux de perte d'autonomie élevés, puisqu'on a vraiment conçu le DRAD comme une alternative à l'EHPAD et pas un énième dispositif de coordination qui venait rajouter, je dirais, une couche au millefeuille du domicile, mais vraiment une alternative à l'établissement avec, on l'espère, aussi un renforcement et un développement du nombre de personnes qui peuvent vivre chez elles le plus longtemps possible. Je vous ai dit donc que nous avions des financements. Les personnes qui sont aujourd'hui accompagnées, et on l'a vu dans le bilan intermédiaire, ce sont plutôt des femmes. 84% de ces personnes qui sont accompagnées ont plus de 75 ans. Et les motifs d'entrée dans le DRAD, et je m'arrêterai là, Jawad, c'est d'abord une augmentation de la perte d'autonomie, ensuite une absence d'un aidant, d'un proche. Ça, c'est vraiment une des limites qu'on rencontre quand même à l'organisation de l'accompagnement. Et puis, un motif d'entrée également, c'est un retour d'hospitalisation. C'est un dispositif qui peut permettre aussi de réduire les durées d'hospitalisation et d'accompagner au mieux la suite, je dirais, et l'installation, le retour au domicile. Merci beaucoup. En plus, 10 minutes extraordinaires. On reconnaît là l'efficacité. Puis, alors, vous avez vu une illustration à l'échelle nationale. Hein. C'est quand même 600 bénéficiaires qui ont été accompagnés. Vous avez compris à travers la présentation un bouquet de services qui est mis en place pour chaque bénéficiaire à son domicile où il a de l'aide humaine, du soin, des technologies pour la sécurité, l'autonomie, mais aussi de la téléassistance, mais aussi du lien social, mais aussi une vigilance de jour comme de nuit.
Donc tout ça, il fallait l'organiser, et il fallait faire la preuve, enfin il fallait faire 2 preuves. La première, c'est que c'était un système qui était efficace, c'est-à-dire qui avait un impact réel dans le maintien à domicile. La deuxième, c'est que c'était un système qui était moins onéreux que une place en EHPAD et un coût en EHPAD tous les mois. Et ça, je pense que la preuve de concept, elle est là, puisque la ministre, l'ancienne ministre, parce que maintenant elle ne l'est plus, a validé avant même la fin d'expérimentation la pérennisation des dispositifs en tant que centre de ressources. Et donc là, on a la chance d'une illustration, une illustration qui est apportée par quelqu'un qui est directrice d'innovation, recherche, formation à VIV3 Pays de la Loire, qui pilote à travers le CENTIC le projet Philémon, dispositif renforcé d'accompagnement à domicile Philémon. Alors on a une chance parce qu'elle est sociologue, parce qu'elle est qualiticienne, parce qu'elle a fait beaucoup de management de projet, parce que ça fait 20 ans qu'elle est dans ce domaine-là, dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Et la chance, c'est peut-être juste la manière dont elle va nous traduire une expérimentation qui ne va pas seulement être l'illustrer, mais peut-être nous amener à nous interroger sur la pertinence de finalement accompagner le maintien à domicile en mettant en œuvre toutes les conditions pour le réussir et en se rendant compte qu'en faisant ça, on propose une vraie alternative à l'EHPAD, ce qui ne remplacera pas de toute façon les EHPAD, mais qui vient renforcer le rôle des EHPAD sur le territoire. Sylvie, merci. Merci. Donc, tout ça, ça met un petit peu la pression. Donc, effectivement, avec les collègues à Angers, donc une équipe que je vais présenter, on a la chance de pouvoir piloter un dispositif renforcé d'accompagnement à domicile, donc le DRAD qui s'appelle Philémon. Pour la petite histoire, vous irez voir Philémon et Baucis, à quoi ça renvoie chez un couple phrygien qui a accueilli Zeus déguisé en pauvre, et la chance qu'ils ont eu de vivre et vieillir à domicile. Donc aujourd'hui, on vous présente Philémon. Peut-être qu'un jour, on vous présentera une phase B du projet qui serait Baucis. Mais pour vous dire que Philémon, donc c'est un dispositif qui, comme l'a décrit Ganaël, accompagne des personnes âgées de plus de 60 ans, Gira à 4, et qui ont été inclus progressivement sur notre territoire, donc à Angers, sur le territoire d'Angers-Loire Métropole, avec les acteurs du territoire. Le choix qu'on a fait, qui était ni EHPADO-centré, ni SIAD-centré sur un seul SIAD, c'était d'avoir une approche populationnelle. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre sujet, et de ne pas le faire seul, mais de faire non seulement une coordination au pied du lit de tous les jours du besoin des patients qui sont dans Philémon, mais aussi de le faire en coopération. Donc on l'a fait en coopération avec les acteurs du territoire, donc la ville d'Angers. Je ne commence pas par elle parce que le collègue est à droite, mais un peu quand même. Donc la ville d'Angers, le CCAS, un bailleur social également, qui avait la préoccupation du devenir de ses locataires dans son parc, la Soclova, et qui s'intéressait au sujet âgé de plus de 75 ans et de la manière dont il peut l'accompagner le plus longtemps possible à son domicile. Également, bien sûr, les services de gériatrie du CHU d'Angers, avec lesquels on travaille étroitement pour l'expertise gériatrique. Les services SIAD, SAD et SPASAD d'Angers-Loire Métropole, donc qui sont tous dans le consortium du DRAD Philémon. Et également les EHPAD à but non lucratif du territoire, donc au nombre de 9, et qui sont là aussi en tant que ressources sur le dispositif. Donc une vraie coopération de territoire pour une approche populationnelle du besoin, et un partenariat qui a été aussi très coloré, puisqu'on a un travail de longue date avec le département de Maine-et-Loire et la maison départementale de l'autonomie, donc la MDA, avec lesquels on a initié d'autres projets auparavant, qui est vraiment sur la manière dont on peut accompagner de manière globale une personne, notamment sur le volet de ses aides techniques, l'aménagement de son logement et d'autres outils de compensation. Donc un travail de repérage et de proximité avec la MDA qui complète ce consortium. Donc une équipe assez large qui intervient avec des professionnels qui composent le DRAD. Donc Marie Voisin qui est ici dans la salle, qui est ergothérapeute et qui coordonne le dispositif et les plans d'accompagnement des personnes. Une infirmière, plusieurs autres ergothérapeutes qui peuvent intervenir au besoin, et une psychologue. Donc le DRAD Philémon est à la fois effecteur de services renforcés, de services qu'on ne trouve pas dans le droit commun, mais il s'appuie sur les services du domicile pour le soin d'un côté
et l'accompagnement du quotidien de l'autre côté. Donc avec ces équipes-là, on a une file active, hein, celle du cahier des charges, donc de 30 patients qu'on accompagne, de 60 à plus, proche des 90 ans et plus. Donc des jeunes patients qui peuvent être des patients qui ont des maladies neurodégénératives, et puis des patients plus âgés avec des profils de complexité variés. Et ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, un tiers des personnes sont seules, complètement seules. Donc ça veut dire que quand on est seul, complètement seul dans un environnement complexe, il faut pouvoir mettre en place des choses, et je vais y revenir notamment sur la sécurisation du domicile, parce que c'est la première demande qu'émet la personne ou sa famille, de dire il faut que je puisse sécuriser ma vie au quotidien. Sécuriser parce que je peux avoir des comportements qui ne sont pas comme les autres. Je sors de mon domicile, je vais acheter des kilos de fleurs le week-end, j'ai oublié que je l'avais fait, etc., etc. Donc une sécurisation du domicile, première demande. Une vigilance renforcée sur mon état de santé, deuxième demande. Et puis garder un peu un sens à la vie, c'est-à-dire du lien social, de l'animation, et retrouver un peu de sens quand on est seul. Donc une partie de cette population, un tiers seul et 2 tiers pas seul, et même parfois des couples qui sont dans le dispositif renforcé à domicile, avec tous un problème cognitif, plus ou moins important, enfin tous, non, il y a quelques-uns qui échappent à la règle, mais en tout cas, on peut accompagner jusqu'au bout des personnes qui ont des problèmes cognitifs très avancés. Et ça, c'est un des premiers constats qu'on a pu opérer en se disant nous-mêmes que peut-être ça n'aurait pas pu être possible. Bah, si ça l'est, même avec des gens qui oublient d'allumer la lumière, qui oublient de manger, qui oublient de se lever, qui oublient de se coucher, on peut les maintenir à domicile dès lors que l'ensemble des parties prenantes sont bien réunies pour le faire. Donc le dispositif renforcé à domicile, concrètement à Angers, c'est des acteurs qui se mobilisent tous les jours pour accompagner 30 patients. Depuis le début de l'expérimentation, donc février 2021, où on a inclus les premiers patients du DRAD, même si on en avait inclus un peu avant dans un autre dispositif. C'est 51 personnes qui sont rentrées dans notre dispositif, 3 décès seulement, et beaucoup sont encore là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on accompagne depuis 2 ans et qui ne sont pas sorties. D'autres sortent parce qu'on a mis en place tous les éléments qu'il fallait pour qu'elles puissent continuer seules. Et d'autres sortent pour l'EHPAD, mais il n'y en a que 9 qui sont sortis pour des EHPAD, mais parce que ça correspondait aussi soit à l'épuisement de la famille, soit un état de santé qui s'était complètement dégradé et qui était plus sécuritaire de garder à domicile. Bref, en tout cas, une vraie chance de se dire qu'on a pu rendre possible le maintien à domicile de personnes âgées qui étaient très volontaires pour le faire, avec ou sans la famille, avec on y reviendra je pense dans les échanges, mais avec un rôle positif ou négatif parfois de la famille qu'il faut pouvoir encadrer. Et tout ça se fait avec à la fois des réponses humaines, des réponses qu'on déploie ou les domiciles déploient, mais aussi avec des réponses technologiques. Donc on a pu, au cours de notre expérimentation, et on a une table de chevet que vous pourrez voir sur notre stand, et aussi des packs de lits, qui s'appellent Philémon également, et qui permettent de sécuriser le domicile, donc un pack qui intègre des technologies que Madame présentera de chez Legrand, qui permettent de sécuriser le domicile. C'est-à-dire qu'on s'est dit que l'alliance dans Philémon, c'était l'alliance de la technologie, de l'humain, et des aides techniques et de l'aménagement du logement. Donc c'est une approche qui est très congruente, c'est-à-dire qu'on voit comment l'environnement est positif ou négatif pour la personne, comment on peut agir dessus, l'environnement familial, l'environnement social, l'environnement physique. Est-ce que le logement est adapté? Est-ce qu'il est équipé? Est-ce qu'il faut le transformer? Donc ça, c'est une partie de l'activité qu'on fait. Est-ce que la personne peut recouvrer des gestes elle-même avec des aides techniques qu'on met en place? Typiquement, on a une figure type dans Philémon. C'est une dame qui ne se lavait plus seule, qui se lavait debout dans son salon avec une bassine et des aidants tous les jours pour le faire, qui n'allait pas aux toilettes toute seule, qui ne descendait plus de sa maison, qui ne descendait plus de son appartement. Cette dame-là, on l'a fait déménager, on l'a équipée d'aides techniques, elle se lave seule, elle va aux toilettes seule, elle descend chercher son journal seule, et elle a retrouvé des capacités à faire parce qu'on l'a équipée et parce qu'on a formé l'environnement à l'aider à faire. Donc ça, c'est des exemples types de comment un environnement peut être facilitateur ou obstacle, et ça, c'est un des axes très forts qu'on déploie dans Philémon. Deuxième axe, la sécurisation, donc la capacité d'avoir un intervenant la nuit quand on est en difficulté, la capacité de référer un problème vers une société de services potentiellement,
et peut-être, quand on n'est plus capable de faire soi-même, des capteurs qui vont permettre de référer des événements indésirables. Donc c'est ce qu'on a mis en place dans Philémon avec notre pack domotique. Et enfin, sur le plan technique, c'est aussi redonner de la capacité à communiquer, donc avec des aides techniques, utiliser une tablette, faire des vidéos avec ses proches, etc., etc. Mais c'est aussi du lien humain. Et on a récemment accueilli un travailleur social, un service civique, qui refait du lien social au quotidien et qui redonne l'envie de vivre aux personnes parce qu'elles vont pouvoir aller boire un Perrier sur une terrasse ou qu'elles vont pouvoir aller acheter leur vernis parce qu'elles ne le faisaient plus, etc., etc. Enfin, des exemples, on en a des kilos et qui sont extrêmement intéressants parce qu'on voit que c'est l'ensemble de ces petits bouts de la vie quotidienne qui, cristallisés ensemble, font qu'un maintien à domicile est possible avec ces aides techniques, ces technologies, cette approche de l'environnement, l'approche de l'humain et une coordination de tous les jours auprès des personnes avec les services du domicile, les expertises gériatriques de l'EHPAD ou du CHU. Voilà. Merci beaucoup. Et je te remercie encore pour la dimension humaine que tu donnes à la présentation du sujet, parce qu'on passe finalement d'organisation, de structure, de technologie à des humains et à des situations réelles. Et on voit à quel point ce dispositif peut être impactant. Je le redis encore une fois, merci Caroline d'être là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer la technologie sans l'humain et on ne peut plus imaginer l'humain sans la technologie. On est en train de traverser finalement un nouvel environnement dans lequel on va s'habituer à vivre avec des choses qui vont nous faciliter la vie, parfois nous la compliquer, mais surtout nous aider à dépasser des situations qui peuvent être complexes. Et là, on a la chance, j'ai cité Legrand tout à l'heure, qui a investi dans l'autonomie et la santé depuis des années avec le Grand Caire. Et bien, on a la chance d'avoir Caroline Mouminou, qui est depuis plus de 20 ans chez Legrand. Donc elle a commencé très jeune, mineure. Elle est rentrée chez Intervox, elle est spécialiste des solutions de téléassistance. Donc Intervox est spécialiste des solutions de téléassistance. Elle est rentrée chez Intervox en 2012, il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, elle est directrice des marchés de l'assistance à l'autonomie en France, directrice Le Grand Caire en France. Et avec le Centix, c'est une longue histoire de partenariat. En fait, on en parlait tout à l'heure, mais c'est l'existence, j'allais dire, le premier laboratoire d'innovation du Centix doit son partenariat avec Le Grand à Angers, avec l'un des premiers prédécesseurs, et puis d'autres, et puis d'autres. Et puis aujourd'hui, on est très heureux de rester dans la continuité avec Caroline Mouminou. Je vais la laisser présenter la maison Le Grand Caire. On est très heureux de les avoir avec nous. Et puis peut-être dire un petit mot sur ce que vous pouvez voir sur notre stand, qui est une table de chevet connectée. C'était le trophée Silver Show l'année dernière. Et c'est grâce à la technologie de Legrand que c'est le trophée Silver Show, puisqu'on arrive à embarquer dans une table de chevet qui peut être installée par un ergothérapeute au domicile tout un environnement technologique qui va sécuriser, qui va éclairer, qui va, en étant complété par des solutions de téléassistance et de télésurveillance, téléassister et télésurveiller. Merci Caroline. Merci Jawad, bonjour à tous et ravi d'être parmi vous. J'étais pas née en fait quand on a commencé l'histoire ensemble, mais je prends le relais avec plaisir. Oui, effectivement, juste un petit focus en rétroviseur pour expliquer l'historique du groupe Legrand et puis aussi notre lien, et puis parler du présent et du futur, évidemment. Oui, le Grand s'est impliqué depuis de longues dates sur le sujet. Alors, je ne vais pas parler d'Angers tout de suite, mais je vais parler de Limoges, parce qu'effectivement, notre siège est à Limoges. Et effectivement, à Limoges, ou dans le Limousin, on est effectivement dans un territoire qui reflète, qui a un petit peu d'avance sur le vieillissement de la France d'aujourd'hui et de demain, et donc contraint à de la désertification médicale, de la précarité aussi, d'un vieillissement de la population. Donc c'est vrai que nos dirigeants ont été très tôt sensibilisés, alors par le biais de la domotique auparavant, on parlait uniquement de domotique, donc plutôt du pilotage d'éclairage principalement, et puis de fil en aiguille avec des rencontres, parce que ça joue souvent sur des rencontres de personnes motivées et investies sur ce sujet.
nous sommes venus, le groupe Legrand est venu à rencontrer des entreprises comme Intervox que tu mentionnais, Jawad, sur une entreprise qui avait un certain historique sur les solutions de téléassistance. Alors, sans parler de téléassistance, on va dire de solutions connectées, parce que c'est ça que je voudrais mettre en avant, qui met le lien vers l'extérieur, et on l'a suffisamment dit auparavant par mes prédécessrices. L'histoire, effectivement, c'est qu'on est venu à apporter des solutions et domotique et de téléassistance. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés, Legrand et puis Centic, et puis la maison avec la maison Léna, hein, avec des expérimentations sur un principe, parce que j'aime pas trop toujours les expérimentations. Finalement, l'intérêt, c'est le déploiement, et puis que ça soit la vraie vie et pas juste un essai, où on a bien vu qu'il y avait un réel avantage et de réels bénéfices pour la sécurisation du domicile, on en a parlé, et pour le confort aussi de la personne, d'apporter des gestes au quotidien, plus de faciliter finalement des gestes au quotidien en toute sécurité, avec des chemins lumineux pour éviter les chutes, avec du pilotage d'éclairage ou des pilotages de volets roulants, qui va non pas dire à la personne surtout ne vous levez plus, mais surtout faciliter pour les personnes qui ont un degré de dépendance qui est compliqué. Donc nous, en fait, aujourd'hui, par rapport au parcours et par rapport à l'expérience qu'on a eue, on apprend. Alors on est fabricant, hein, on reste spécialiste, fabricant de solutions électriques et numériques dans tous les types de bâtiments. Là, on parle du domicile, mais on est aussi dans d'autres types établissements, ce qui nous permet aussi d'avoir une vue sur le parcours résidentiel. Le Grand Caire s'est créé dans le groupe Legrand pour montrer aussi, et parce qu'on avait un réel besoin d'avoir une expertise sur ce sujet et de rassembler toutes nos forces et nos ressources. Donc, on a une division effectivement sur le Caire et c'est très important. Ça va nous permettre d'avancer encore plus vite sur les innovations. L'objectif d'aujourd'hui n'est pas de faire un catalogue de produits, parce que effectivement, si chacun a besoin d'avoir des informations, je serai disponible. Mais il y a des mots-clés en fait qui partent souvent de ces discours. De la technologie, c'est le relais, effectivement, c'est vraiment un complément, parce que les intervenants à domicile ne peuvent pas venir et rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le principe de l'EHPAD à domicile, c'est effectivement d'apporter des services qui sont si faciles dans un établissement parce que les ressources sont là, alors qu'au domicile, il faut effectivement mettre tout en œuvre pour être dans un environnement sécurisé avec les services à proprement parler et nécessaires. Donc, on parle de prévention. Alors, c'est vrai que le chemin lumineux ou le balisage lumineux ou de l'automatisme d'éclairage, là, ça va dépendre effectivement de la terminologie, mais en tout cas, ces principes d'automatisme d'éclairage permettent réellement une diminution des chutes nocturnes. C'est vérifié, je pense qu'on pourra en reparler, oui. Mais c'est vraiment ça peut être très simple, ça peut être installé dans de l'existant, parce qu'on parle quand même de logements existants, on n'est pas avec un cahier des charges, avec un nouveau projet de nouveau logement où on peut faire ce qu'on veut, on est contraint aussi par l'existant pour le sécuriser. Donc le principe vraiment de l'automatisme d'éclairage va vraiment permettre effectivement de limiter des chutes qui pourraient se passer pour des raisons de vertige ou d'obstacles. On parle de confort, parce que des solutions technologiques, il faut qu'elles apportent aussi le confort au quotidien et faciliter le quotidien. Et ça peut être des produits très très simples pour des personnes âgées qui ont du mal, qui ont des difficultés de préhension avec de l'arthrose. Tout simplement débrancher un appareil électrique, c'est compliqué. Donc il y a effectivement des solutions d'appareillage très simples, accessibles pour faciliter le quotidien. La sécurité, alors on en a parlé effectivement, en fonction du degré de dépendance de la personne, on peut proposer des solutions qui vont accompagner la perte progressive de l'autonomie avec des systèmes de téléassistance. Alors téléassistance, comme on connaît avec le bouton d'alerte, effectivement, mais alors c'est pas uniquement, et ça on a des statistiques, la téléassistance, c'est pas uniquement pour l'alerte. En général, je crois qu'il y a des chiffres de la Frata,
c'est 2% des urgences, enfin des appuis sur le bouton d'alerte. Ce sont des urgences, mais en fait, c'est souvent des besoins d'information, du lien social. On parlait du lien social et des personnes isolées. Donc, c'est de la sécurité, mais c'est également du lien social. Et après, on va avoir des solutions un peu plus ciblées par rapport à une perte un peu plus importante d'autonomie. Et vous le mentionnez avec effectivement un peu plus de capteurs. On essaie de le faire le moins intrusif possible parce qu'il ne faut pas non plus que le logement devienne un laboratoire avec une multiplicité de capteurs, mais avec des capteurs assez discrets et assez simples et sans pour autant que ce soit non plus trop difficile à installer et difficile à exploiter. On arrive à détecter des situations anormales. Alors effectivement, une porte qui n'a pas été fermée le soir, malencontreusement, parce que trouble cognitif, ou une porte du réfrigérateur qui n'a pas été ouverte. Ça peut être des signaux des signaux d'alerte. Alors, on n'a pas prétention, nous, industriels, d'en déduire quoi que ce soit. Ce sont les experts du service, les aidants, les intervenants et tout cet écosystème qu'on a vu ensemble qui vont pouvoir justement traduire ces informations, si c'est une alerte ou si ce sont des signaux à prendre en compte pour éventuellement détecter des dégradations de comportement de la personne. Donc l'innovation aujourd'hui, alors l'important c'est de dire que ces produits existent, ces solutions existent, ça c'est déjà rassurant, parce qu'on ne va pas chercher non plus les innovations, enfin on peut aller chercher bien sûr des innovations, mais en tout cas il y a des solutions qui existent et qui sont industrialisées, et qui dit industrialisation dit aussi accessible, parce que c'est important aussi en termes économiques. L'innovation, ça va être aussi le design, pour qu'on arrive à faire aussi des solutions les moins stigmatisantes, ça c'est certain, qui se fondent au quotidien, dans le quotidien de la personne, qui soient simples d'installation, simples d'utilisation, parce qu'on est sur des personnes fragilisées qui ne vont pas toujours comprendre comment utiliser la solution du dernier cri. Donc un interrupteur, ça reste un interrupteur. On peut le commander comme un interrupteur qu'on a toujours vécu pendant 80 ans. Par contre, on peut aussi le commander par la voix, on peut le commander d'une autre manière. Ça va dépendre effectivement de la possibilité de la personne. Et puis, dernière chose, non, c'est pas la dernière, mais en tout cas, la connectivité. Parce que qui dit, et ça c'est extrêmement rassurant, je termine Jawad, mais extrêmement rassurant sur la partie innovation, c'est qu'aujourd'hui, on a des solutions qui se connectent le plus facilement possible. Alors, il faut toujours faire attention sur la connectivité. Ça ne veut pas dire complication, mais surtout, ça veut dire lien vers l'extérieur. Ça veut dire j'ai des informations avec toute l'éthique qui doit être prise en compte, évidemment, parce que ça, c'est vraiment le sujet. Mais dans ce cadre-là de projet, on a les sachants qui savent prendre soin des personnes et des aidants et qui savent exploiter les informations à bon escient. Et ça, avec des solutions connectées, que ce soit domotique connectée ou téléassistance, on a la possibilité effectivement de donner de l'information pour que le relais humain puisse se faire. Merci beaucoup. Alors, en fait, ces deux dernières interventions n'ont pas facilité la vie pour la transition. S'il y a une chose, c'est que Angers, c'est la ville où il fait le mieux vivre en France. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Express. Hein ? Tu es d'accord avec moi, je crois. Hein ? Non, je pense que ce qui est intéressant dans ce qu'on a entendu, c'est, en tout cas j'espère, moi je l'ai entendu comme ça, c'est cette articulation nécessaire et utile entre l'humain et la technologie. Et le deuxième élément que je retiendrai fort du message de Caroline Mouminos, c'est la maturité des technologies. C'est-à-dire ça fait quelques années maintenant que nous sommes centre d'expertise. On a essuyé quelques plâtres avec des technologies qui pouvaient paraître extrêmement innovantes, mais comme elles étaient conçues dans cette forme de rapidité qui est liée à l'innovation, à l'agilité, on n'a peut-être pas mesuré l'importance qu'il pouvait y avoir à la maintenance, à la sécurisation de ces technologies, à la réponse, à l'efficacité qu'elles pouvaient apporter. Et c'est vrai que c'est bien de travailler avec des startups agiles, mais c'est aussi bien de travailler avec le cadre qu'impose une entreprise pour pouvoir assurer que la technologie qu'elle déploie est une technologie qui a été testée, retestée, retestée, retestée,
et qui est sûr d'être fonctionnel pendant quelques années et pas pendant quelques mois. C'est un message important parce qu'on en a souffert à nos débuts et aujourd'hui, on revient sur ça et on s'assure. Alors, on va terminer par quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter, le docteur Richard Yvon. Alors, je prends mes notes, hein. Je prends mes notes parce que c'est un profil très atypique. C'est le profil d'un médecin, très engagé, qui s'est engagé en 2003 et qui a fait le choix, très peu de temps après, de s'installer dans un quartier qui est un quartier extrêmement complexe. C'est pas un choix évident, hein, de s'installer dans un quartier avec des gens socialement en difficulté, avec une situation de public plutôt défavorisé, de public encore plus fragile parce que défavorisé, parce que quand on est socialement défavorisé, on ne se préoccupe pas trop de sa santé. C'est quelqu'un qui est aussi engagé à la ville d'Angers, et c'est bien que la ville d'Angers ait dans le domaine de la santé un médecin engagé, parce que ça a permis de déployer, il nous en parlera peut-être, une politique de l'autonomie qui est extrêmement pertinente. Et puis aujourd'hui, il a des fonctions, enfin depuis quelque temps déjà, il a aussi des fonctions au niveau du département, et ça permet finalement de passer d'un politique technicien, enfin d'un politique politicien, à un politique qui sait de quoi il parle. Et vous allez voir, je vais peut-être avoir du mal à arrêter le discours au bout de 10 minutes, mais vous allez voir que c'est quelqu'un de passionné. Je disais que j'aurais du mal à faire une transition, parce que normalement, Sylvie, dans la présentation qu'elle devait faire, devait nous parler d'une spécificité du projet Philémon, qui est la télésurveillance. La télésurveillance, c'est l'un des rares projets qui a intégré dans l'accompagnement renforcé à domicile une dimension santé, c'est-à-dire suivre l'état de santé de la personne âgée au domicile. Les infirmières qui interviennent ont un outil intelligent que vous pouvez voir sur le stand du CENTI qui permet de prendre les mesures selon un protocole du médecin traitant, de prendre les différentes mesures physiologiques essentielles et puis d'accompagner et éviter les situations d'urgence. Et je pense réellement qu'à Angers, on n'aurait pas pu déployer ce dispositif si on n'avait pas pu s'appuyer sur le docteur Yvon. Voilà, je vais arrêter là parce que vous allez croire qu'on est amoureux, mais rassurez-vous, c'est pas du tout ça. Ouais, je vais laisser la parole à Richard Yvon. Merci Richard. Bon, écoutez, bonjour à tous. Alors, Jawad, quand tu m'as demandé de témoigner aujourd'hui, je me suis posé la question de savoir si c'était le médecin qui devait témoigner, l'élu municipal, l'élu départemental ou autre. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais témoigner en vous racontant l'histoire de Madeleine. Alors, Madeleine, c'est une patiente à moi qui est née dans le quartier de la Roseraie, plutôt qu'ici installée, qui a vécu avec toute sa famille dans son pavillon depuis 1970 et qui a atteint gentiment ses 96 ans et que je soignais depuis 15 ans. Et puis en atteignant ses 96 ans, petit à petit, elle a perdu la vue, elle a perdu l'audition, mais on s'en sortait bien parce qu'il y avait une aide à domicile qui était sympa et qui me téléphonait et qui lui préparait un petit peu les médicaments quand on devait les rectifier. C'était un traitement d'anticoagulant. Vous savez, il faut faire un quart ou on rajoutait comme ça. Donc elle voulait bien, cette aide-soignante voulait bien. Et puis l'aide-soignante change de boulot, une autre arrive et dit « Ah ben non, moi je ne peux pas changer le traitement comme ça. » Et donc, me voilà en train d'appeler Madeleine pour adapter avec les résultats qui tombent le vendredi 14 août, la veille du 15 août. Il faut prendre un quart de plus, un quart de moins. Avec cette dame qui ne m'entendait pas, mais toute ma salle d'attente m'entendait parce que je poussais des hurlements pour lui dire c'est un quart de plus. Donc, très vite, c'est devenu ingérable. Et donc, est arrivée la décision d'aller vers un EHPAD. Ça, c'était il y a quelques années. Le 15 mars 2020, vous vous souvenez, le dimanche, on apprend tous qu'on ne peut plus travailler, plus de masque, pas de gants, pas de blouse. Nous voilà tous enfermés, les soignants y compris, enfin pas tous de la même manière, mais enfin bloqués. Et moi, je me pose la question, je me dis, comme le dit Jawad, j'ai 40 nationalités dans ma patientèle, j'ai des gens qui ne parlent pas le français, j'ai des gens qui ne savent pas écrire, on ne sait pas où, pour les rendez-vous, vous avez un peu folklore, mais on y arrive. Je me dis, comment on va faire ? Comment on va faire ? Et là, miracle, je m'aperçois que tout le monde a une boucle WhatsApp. Alors, selon les communautés, ils ont tous des boucles WhatsApp, et ça se passe super bien, parce qu'en plus, ils traduisent mes consignes. C'est-à-dire que là où j'avais du mal à dire des choses avant, eh bien, on le traduit dans le dialecte. Alors, c'est le petit de 14 ans qui prend le truc et qui le met. Et puis, petit à petit aussi, je m'aperçois que tous les pharmaciens autour de moi ont un mail. On s'envoie les ordonnances.
je m'aperçois que tous les professionnels de santé, on est tous connectés. Mais avant, oh là là, on n'envoie pas une ordonnance par mail. Eh bien, vous voyez, les deux histoires, elles ont un lien. Parce qu'aujourd'hui, Madeleine, je l'aurais gardée à domicile. Parce qu'on aurait fait une boucle. On aurait emmené la technologie. Et la question qui est ici aujourd'hui devant nous, c'est ce qui arrive devant nous d'un point de vue technologique. Et là, je te contredirais un peu sur le côté de la technologie qui est arrivée à maturité. Moi, je pense qu'elle a passé le premier cap, mais ce qui arrive devant nous à 20 ans, on ne sait pas du tout. On en est à des années-lumière d'imaginer. Moi, je vois mes enfants aujourd'hui, et tu n'as plus jamais un mot dans Google. Ma fille de 7 ans prend le truc et puis elle dit, elle questionne Google avec la voix. Et là, elle sait ce qu'il en est. Eh bien, nous, quand on demande, et là je reprends ma casquette d'élu municipal, quand on demande où est le clic à Angers, les gens disent Siri, alors je vais déclencher vos téléphones là, ou Alexa, où est le clic à Angers. Et donc, toute la question de l'EHPAD à domicile dans les prochaines années, c'est celle-là. C'est-à-dire, comment on permet à des populations qui partaient... ça marche bien. Comment on évite des départs à l'EHPAD qui ne sont pas d'une origine purement médicale? Ici, il n'est pas question de savoir si demain, l'insuffisance respiratoire majeure, à qui on doit faire de la kiné 3 fois par jour, enfin avec des soins très très lourds, restera à domicile. Ce n'est pas ça la question. Mais c'est la question de Madeleine. Madeleine, elle pouvait rester dans son domicile. On n'avait pas besoin de la déplacer. Et là, je vais prendre la question, la casquette élue départementale. Des EHPAD, il faut qu'on en maille partout dans le département. On ne peut pas en mettre un à chaque bout de rue. Donc concrètement, vous voyez les difficultés d'infrastructure par rapport aux millions de personnes qui vont arriver à un âge énorme. Et donc, on a vraiment ce croisement de cette arrivée technologique qui va permettre, en fin de compte, aux personnes qui partaient avant de chez eux pour des raisons non purement médicales, eh bien, de rester à domicile. Et c'est ce qui m'a séduit dans le projet. Alors, l'autre partie du témoignage que je voulais faire, c'est quelque chose qui est un peu... qu'on se dit entre soignants, on commence à se le dire. Mais il y a des choses que vous ne voyez jamais dans les rapports. Je vais vous livrer un petit secret. Dans les questions, ou en tout cas ce qui va nous motiver à suivre quelqu'un à domicile, eh bien, il y a la relation avec la famille. Et là, les aides-soignants, ils savent, les aides à domicile, ils voient de quoi je parle. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez quelqu'un et que l'entourage est infect ou vraiment dur à vivre, c'est pas moi qui le dis, c'est dans les rapports qui remontent. Petit à petit, vous n'y allez plus, vous refusez d'y aller. Et donc là, on a une crise des métiers qui se fait. Donc, on a des questions comme celle-ci qui sont qui sont très importantes dans l'acceptation de maintenir quelqu'un à domicile. On en a parlé tout à l'heure, mais si vous devez faire une prescription et que vous savez que vous êtes regardé en permanence par l'entourage ou qu'il y a des difficultés relationnelles avec l'entourage en permanence, vous allez prendre la décision de faire partir du domicile. Mais ça, vous ne l'écrirez pas dans la motivation. Mais pourtant, ça existe. Pourquoi ? Pourquoi vous le faites ? Parce que vous voulez sécuriser le parcours de santé du malade. Et donc, les projets auxquels vous m'avez proposé de donner mon avis, ils présentent cet avantage-là pour le soignant. C'est-à-dire que nous, on va dire, voilà, la saturation d'oxygène ou la glycémie, elle est limite. Mais enfin bon, si on fait ça et qu'on surveille, on peut se parler entre professionnels de santé. Il n'y aura pas d'affect dans cette question-là. On va garder à domicile. Si on commence à parler à l'entourage, si l'entourage est dedans, ça va être tout de suite, oui, mais attendez, vous vous rendez compte, ça va être une catastrophe, c'est le décompte, je parle déjà de trop. Donc ça va être extrêmement difficile. J'ai un autre exemple qui m'est arrivé là, il y a 10 jours. Une patiente en EHPAD, 97 ans, la famille est très, très présente. Cette patiente est tombée dans l'EHPAD, est allée aux urgences, ils ont fait les bilans, il n'y a rien de cassé, mais enfin, maintenant, elle a toujours un peu d'appréhension et il y a une peur, vous savez, un peu de réactivité qui est là, quoi. C'est-à-dire qu'elle a peur, dès qu'on la bouge, on a la garantie qu'il n'y a vraiment, vraiment rien de cassé. Eh bien, j'ai la famille au téléphone 3 fois par semaine pour pouvoir me dire, mais vous êtes sûr, il faudrait faire un scan et tout. Oui, mais si on fait un scan, ça veut dire 2 heures à l'hôpital, le retour et autres. Et puis à la fin, de toute façon, si c'est juste une fêlure, vous savez, on ne l'opérera pas, donc il y a ça. Donc
Dans le maintien à domicile et la question du maintien à domicile, il y a le high-tech, il y a la structure, et ça, c'est génial ce qui nous arrive. C'est-à-dire, allume la lumière, je me lève et il y a un programme qui fait qu'on évite de chuter. Pour préciser ce que vous disiez, après 90 ans, une fracture du col du fémur, c'est 9 décès sur 10 dans les 6 mois. Vous imaginez, 9 décès sur 10 dans les 6 mois. Et c'est en général dû à la descente de lit. Nos grands-mères ont toujours la descente de lit. Nous, j'espère qu'on en aura plus, mais c'est dû à ce truc-là. Donc ça, c'est la première chose. Donc, d'un côté, l'infrastructure. Et là, on va vers quelque chose de génial, ou en tout cas de plein d'espoir qui est là. C'est de l'autre côté, eh bien, le suivi des professionnels de santé. C'est les capteurs, c'est autres. Et puis surtout, après, c'est l'acceptation de suivre à domicile. Vous le disiez tout à l'heure, coordonner une équipe, mais l'équipe du médecin, des aides à domicile et des infirmières avec leurs remplaçants. C'est à ça aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que l'été, il faut bien que le médecin aille se reposer, ou l'aide à domicile aussi aide à se reposer. Quand vous avez quelqu'un qui fait un peu plus pour tenir pendant des mois, puis qui d'un seul coup n'est plus là, bah, tout s'arrête. Donc la coordination permet ça. Et moi, je crois qu'on a en fin de compte une opportunité vraiment intéressante maintenant, eh bien, de répondre à ce double, voire triple ou quadruple défi qui est le vieillissement de la population, qui est une population française qui sera plus senior que pas senior, des charges sociales qui font qu'on n'augmentera pas les prélèvements pour aller mettre plus d'argent sur la table. Nous, on est tous convaincus, on aimerait bien tous qu'il y ait plus de financement, mais il y a quand même une réalité économique qui est là. Donc ça va être très, très difficile. Vous aurez aussi, au même moment, eh bien, une double injonction avec une population et une fracture de génération. C'est-à-dire les jeunes qui diront, mais on ne peut pas tout mettre. On ne peut pas tout mettre que pour les seniors ou pour des personnes qui sont en perte d'autonomie. Nous aussi, il faut qu'on puisse faire ça. Nous aussi, il faut qu'on puisse faire notre vie. Et puis surtout, quelque chose qui sous-tend et qui est dit nulle part, qui est qu'on a une exigence collective beaucoup plus élevée que ce qu'on a connu. Juste une seconde, moi j'ai travaillé en EHPAD il y a très longtemps, il y a 25 ans. On était avec des dortoirs, on était avec des lumières la nuit, on n'avait même pas de bip, on courait partout et les gens, le temps qu'on les change, il se passait. Vous auriez pu un truc pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y a le balai qui n'est pas passé une fois dans le couloir, c'est sur Twitter. C'est-à-dire que vous allez tout de suite avoir des remontées et autres. Ça, vous ne pourrez pas l'avoir. Et pourtant, il faut le faire à budget contraint. Donc, moi, je vois l'EHPAD à domicile avec ma triple casquette, eh bien, comme une opportunité pour faire face aux défis qui sont devant nous. Merci beaucoup. Puis je vais rester sur cette note d'espoir, mais c'est vrai qu'on est dans une temporalité qui est complexe avec cette révolution démographique, mais qui est extrêmement encourageante avec finalement toutes les exigences qu'on demande aux professionnels qui interviennent à domicile, tout le cadre qui est mis en place, qui peut parfois être contraint, mais qui garantit des choses qui sont efficaces pour les personnes, et puis des technologies qui deviennent, j'espère en tout cas, de plus en plus efficientes pour répondre réellement aux besoins, parce qu'il y a une intermédiation qui permet de répondre à ce besoin. Voilà, j'ai fait une synthèse très très vite, volontairement, parce que j'aimerais vraiment donner la parole à la salle. On n'a pas beaucoup de temps, donc ça serait dommage de perdre cette opportunité-là. J'ai le micro sous la main et j'attends que les mains se lèvent pour les questions et les échanges. Oui, je vous en prie. J'arrive. Bonjour monsieur. Donc vous travaillez pour le Syntic. Enfin, moi je viens d'un secteur industriel différent du soin et des personnes âgées. Je suis surpris de l'abondance des technologies et j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de tests systématiques de ces technologies. Alors est-ce que c'est un problème d'argent? C'est dû à quoi? Alors que quand je vois, par exemple, dans ce salon, le nombre d'intervenants qui proposent des solutions anti-chute, moi, j'aimerais bien savoir, au-delà des promesses, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Je vais répondre à cette question. Je suis désolé, monsieur, dame. Non, on est en fait aujourd'hui en France en dehors des dispositifs médicaux qui vont avoir une contrainte très spécifique. Il faut que les dispositifs soient normés CE. Il n'y a pas encore de vraie certification. Il y a eu de tentatives de label et de certification. Il y a des organismes. Il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui qui sont, enfin beaucoup, il y en a une bonne dizaine en France aujourd'hui, plus ou moins légitimes, plus ou moins importants, plus ou moins structurés, qui peuvent faire des évaluations et apporter finalement ce regard. Ça fait partie des choses que nous faisons au Cintiq en confrontant la technologie à la réalité de l'humain. Dans notre stand, on a encore une technologie qu'on affiche mais qu'on doit retirer. C'est uniquement des questions de com parce que l'efficacité sur une partie de ces technologies n'a pas été trouvée. Donc je suis d'accord avec vous, il faut qu'il y ait en France, comme en Allemagne par exemple, quelque chose qui permette d'évaluer et de certifier une technologie qui n'est pas un dispositif médical. Donc je militerai avec vous, si vous voulez militer, je milite avec vous. On a un financement européen qui nous permet de travailler avec ces Allemands sur une certification des technologies pour les malades d'Alzheimer, mais uniquement pour les malades d'Alzheimer. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse avoir quelque chose qui permette à des industriels de mettre en valeur leurs solutions technologiques et surtout à des acheteurs et à des utilisateurs de le faire en toute confiance. C'est pour ça que quand je parlais de maturité tout à l'heure, ce n'était pas la maturité de la technologie au sens large, c'était d'avoir des industriels pour lesquels on est sûr que le protocole qu'ils ont appliqué pour développer la solution, pour la tester, pour la valider avant qu'elle soit mise sur le marché, elle est garantie. Je n'imagine pas que Legrand mette sur le marché, encore une fois, je cite Legrand parce que Legrand est présent, mais je n'imagine pas que Legrand mette sur le marché une solution qui n'est pas éprouvée. Et aujourd'hui, on ne va pas mettre sur le marché, on ne va pas utiliser une solution si on ne l'a pas évaluée. Là, on nous propose une solution d'actimétrie d'un industriel israélien. Elle est déployée pour l'automobile. On va la tester avant de la déployer éventuellement. Merci beaucoup. C'était une question très pertinente. Oui, j'avais une question par rapport au coût, s'il y a un coût, parce que vous avez dit qu'il y avait donc un financement de la CNSA, je pense. Non, assurance maladie, vous avez dit. Oui, enfin voilà. Parce que voilà, c'est quand même un accompagnement supplémentaire, une présence supplémentaire auprès des personnes. Au niveau de la sécurisation aussi, est-ce qu'il y a un coût qui est pris en charge par la personne de la file active? Enfin voilà, savoir un petit peu par rapport à ça. Merci. Rapidement, comme je vous le disais, en fait, comme on est dans un dispositif expérimental, on a bénéficié d'un forfait mensuel par personne accompagnée qui est à environ de 1050 € par mois. Donc, on peut dire aujourd'hui que dans le cadre de ces dispositifs expérimentaux, il n'y a quasiment pas de reste à charge pour la personne. En tout cas, ce qu'on vient apporter en plus ne coûte rien à la personne. Demain, les centres de ressources territoriaux ont des forfaits plus faibles avec des missions plus importantes parce que les centres de ressources territoriaux auront 2 missions essentielles, celle de mener les missions du DRAD et puis un deuxième volet qui est d'ailleurs le premier volet du cahier des charges qui porte plutôt sur une question d'information, de ressources sur un territoire pour les professionnels, les aidants et les personnes. Donc, c'est un vrai sujet. On s'est battu dans ce dispositif pour que le pack technologique soit financé. C'est quelque chose qui a été compliqué parce que l'assurance maladie ne finance pas aujourd'hui de dispositifs de cette nature-là. Et donc, on a bénéficié d'un régime dérogatoire qui vient, on va dire, en complément de ce que peuvent financer les conseils départementaux, par exemple, pour la téléassistance ou ce type de dispositif. Mais ça reste pour nous une préoccupation majeure de voir comment ces dispositifs-là, même si on voit bien qu'ils vont coûter moins cher à la collectivité en général par rapport à une place en EHPAD, par exemple, le risque aujourd'hui, c'est qu'il coûte que le reste à charge pour la personne à domicile soit trop élevé. Parce qu'on parle beaucoup de reste à charge en EHPAD, qui, vous savez, c'est à peu près 2 000 € par mois en moyenne, parce qu'en région parisienne, on est à deux fois plus. Mais il ne faudrait pas qu'on ait des restes à charge de ces niveaux-là à domicile, alors même que les personnes ont aussi des charges de loyer, des charges fixes.
Moi, si je peux compléter sur la question des restes à charge et la question budgétaire, pour témoigner en tant qu'élu départemental, là, les restes à charge dans les EHPAD menacent d'être multipliés par 10. Hein. Alors là, Dites-vous une chose, les notes de gaz, de fluide dans les établissements sont déjà multipliées par 3. Là, aujourd'hui. Dans les EHPAD. Ah oui. Partout, dans les collèges, partout où vous chauffez. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième chose qui est qui est très très fort dans le domaine des métiers de l'aide à la personne, c'est la tension sur l'emploi. Avec un manque de recrutement, avec des difficultés à recruter, qui vont faire que les salaires, forcément, vont augmenter. Et puis après, il faudra aussi il faudra aussi augmenter les salaires des intervenants, parce qu'il faut qu'ils payent leur essence pour venir, il faut qu'ils payent le pass RER, Navigo, voilà. Je cherche un peu les mots. Mais donc, le modèle, je veux dire, l'avantage économique de ce modèle va sauter aux yeux de tout le monde, parce que le chauffage pour les gens chez eux, c'est eux qui le payent. Juste, je voudrais rajouter quelque chose sur les professionnels. Je pense qu'il y en a dans la salle des professionnels des services à la personne et de l'accompagnement. Ces dispositifs-là, on a fait une enquête auprès des professionnels qui travaillent dans les DRAD et les résultats sont extrêmement positifs parce qu'il y a vraiment une participation des professionnels à la transformation de l'accompagnement. Ça donne du sens, ça donne aussi, je dirais, une ouverture sur l'extérieur avec des relations avec d'autres professionnels. Ça permet aussi, quand on travaille à domicile, de discuter avec des professionnels d'établissement, avec des médecins, et c'est un élément essentiel et on est convaincu qu'une des clés, alors bien sûr il y a le salaire et on va pas nier ce sujet-là, mais un des leviers aussi pour faire en sorte que demain on puisse avoir des dispositifs qui fonctionnent, c'est de faire en sorte que ces métiers soient valorisés et qu'on puisse avoir de véritables parcours professionnels et qu'on puisse faire bénéficier les uns et les autres de ce type de dispositif. C'était aussi innovant, c'est innovant aussi pour les professionnels et on crée de nouvelles missions, on crée de nouvelles fonctions et du coup de nouvelles opportunités professionnelles. Alors on va prendre une dernière question, juste un tout petit élément de réponse. Les technologies qui sont déployées dans le cadre des DRAD, enfin du DRAD Philémon en tout cas, elles sont déployées en mode locatif, c'est-à-dire qu'on s'est adapté au modèle APA. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui un bénéficiaire de l'APA pourrait à travers l'APA disposer des technologies qui vont coûter parfois quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, mais qui ne seront pas transparentes, qui rentreront dans le cadre en fonction de son niveau de revenu dans le cadre de l'APA. Il y avait encore une question. On a largement dépassé l'horaire. Non, on va prendre votre question. Si vraiment il y a encore une question et que je suis autorisé, on la prendra. Mais sinon, Alors, pour compléter juste la toute première question, effectivement, les industriels aujourd'hui n'ont pas de certification sur les solutions technologiques. Par contre, la FFB et la CAPEB certifient les installateurs avec trois certifications que sont les pros de l'accessibilité, Silverbat, Handibat. Aujourd'hui, quelles sont les relations que vous entretenez avec ces certifications ? Alors je vais répondre là aussi. Non, elles sont excellentes depuis le début. Elles sont historiques et excellentes. J'ai fait partie de la direction interministérielle de l'accessibilité. J'ai même présidé l'observatoire du ministère avec une collaboration au niveau de la FFB et de la CAPEB. On a une particularité dans le Maine-et-Loire, c'est qu'on a un habitat facile à vivre qui est encore différent, mais qui est CAPEB, qui est bien CAPEB. Et on considère que c'est très important que les artisans soient labellisés avec un label qui soit cohérent. Donc effectivement, il y a une relation, elle est importante, et heureusement que ces deux labels-là existent, parce que les autres, pour les technologies, malheureusement, n'ont pas eu la chance de pouvoir survivre. Voilà, on a largement dépassé les horaires. Je regarde au cas où il y ait une frustration ou deux. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été... Ah, il y a encore une question. On va prendre la dernière question. Merci. Merci beaucoup pour votre échange et vos partages. Ma question, elle est la suivante. Vous avez partagé de très belles expériences, mais qui sont limitées à 600 personnes ou à 50 personnes, qui sont très belles et qui montrent la justesse de tout ce que vous avez fait. Ma question, c'est
quelle est votre vision sur la scalabilité là? Parce qu'en France, il y en a 18 millions. Il y a un manque de caregivers que vous connaissez très bien. Et quid de la scalabilité sur la France? Comment vous voyez les choses pour que ça bénéficie aux plus grands rapidement? S'imposer. Eh ben, dis donc, sacrée question. Hein. Alors, bon, il y a les CRT, peut-être si tu as envie de donner quelques éléments. C'est déjà de travailler de façon extrêmement proche avec les pouvoirs publics. Et on a largement contribué à la rédaction des cahiers des charges qui sont contenus aujourd'hui dans la loi et qui permettent le déploiement cette année, en 2023, de 80 CRT, donc des 80 centres de ressources territoriales qui sont vraiment les déclinaisons, et ça vient en plus déjà des DRAD qu'on a déployés. Ça veut dire 2400 bénéficiaires potentiels à partir de cette année. Et on espère réellement que ça soit qu'un début et qu'on puisse travailler un échelon territorial suffisamment, on va dire, fin pour qu'en 2024, en 2025, on ait des équipes de DRAD et des CRT qui s'installent partout sur les territoires. Et ça va prendre de toute façon un petit peu de temps. Il faut aussi, il y a une des clés de réussite de ces dispositifs, c'est de trouver leur place dans l'équation, on va dire, territoriale, et de faire en sorte qu'il y ait des prescripteurs de ces dispositifs. C'est pour ça que j'étais aussi ravie qu'il y ait le docteur Yvon à notre table ronde, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire connaître ces dispositifs aux professionnels de santé, aux intervenants hospitaliers, aux aides à domicile, à toutes les personnes qui vont être amenées, aux pharmaciens par exemple, qui vont être amenés à prescrire et à vraiment orienter les personnes qui pourraient en bénéficier. Après, je ne sais pas aujourd'hui combien d'années on va mettre à... C'est une vraie question. Ouais. C'est une vraie question. Ça va s'imposer. Ouais, ça va s'imposer parce que, par définition, quand vous allez avoir un nombre de concitoyens aussi élevé qui demanderont ça, avec 2 générations de Français à la retraite, ça va toucher l'ensemble de la population. Et ces gens-là, cette opinion, ce corps électoral, refusera d'aller vers les EHPAD comme on les a connus. C'est à peu près garanti. Et vu le niveau d'exigence qu'il y aura pour un EHPAD avec chambre évidemment individuelle, avec un nombre d'employés, nous on le vit déjà à la ville d'Angers, on a des EHPAD publics que l'on a, par rapport à la demande qui est faite en nombre d'encadrants, en animation, enfin tout ce qui améliore et tout ce qui améliore évidemment le quotidien, enfin bien au-delà de ça, eh bien le budget est presque pas faisable. Par contre, ce qui est sûr que pour répondre à cette scalabilité, il faut avoir des entreprises qui sont capables d'intervenir sur l'ensemble du territoire national et de manière agile et structurée. Donc une entreprise qui est capable de distribuer. Il faut des artisans formés, il faut des intégrateurs qui savent former. Il faut des technologies qui s'adaptent et qui répondent aux besoins. Il faut un modèle économique qui soit efficace. Et il faut un système qui soit moins complexe, parce qu'on est quand même dans un système complexe. Donc, je vous invite à porter votre gilet Silver et à descendre avec moi dans la rue. Alors, je voulais sur ce mot de la fin. Peut-être juste en complément, le DRAD, c'est un dispositif qui est pour les personnes qui, on le disait en propos, 1, 2, 3, 4, des personnes qui ont un état vulnérable très avancé. L'idée, c'est aussi d'agir en prévention, un maximum, et de déployer des dispositifs plus souples et moins consommateurs de temps aussi, pour apporter des soutiens à domicile de manière précoce, en changeant toute l'organisation telle que l'a précisé Jawad, c'est-à-dire avoir des systèmes de soins à domicile qui soient plus agiles. Bien, je vous remercie. Je vous invite à aller sur le stand de Legrand pour avoir une illustration réelle de ces technologies, sur le stand du CENTIC pour voir la table de chevet connectée et les technologies qu'il y a avec, et ne pas hésiter à interpeller les standistes. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation et j'espère que c'était intéressant et je suis désolé d'avoir pris du retard.